Un mot sur vos propos. Vous avez dit d'ailleurs que cet exemple a été mal compris, mais vous avez dit, répondant à une question de France 5, vous me posez la question pour une jeune fille de 12 ans qui porterait le voile et serait élevée dans une famille musulmane. Vous ne me poseriez pas la question sur une famille catholique, une jeune fille à qui on mettrait un serre-tête. La question à laquelle je répondais était effectivement celle finalement de savoir si oui ou non des élus, l'État, à avoir un avis sur les convictions religieuses et sur l'éducation qui est donnée par les parents à leurs enfants. Et je répondais que quelle que soit la confession, l'État n'a pas à s'ingérer dans cette éducation familiale tant qu'elle protège évidemment l'enfant, tant que ses droits ne sont pas mis en danger, tant que les lois sont respectées. Et donc j'ai eu cette comparaison malheureuse, il faut bien le dire, entre le voile islamique et un serre-tête, puisqu'évidemment le serre-tête n'est pas un accessoire religieux. Clairement, vous les regrettez, ces propos, cette comparaison. Vous dites oui, je la regrette. Oui, la comparaison était malheureuse. Le sujet qui était celui de dire qu'encore une fois, ce n'est pas à l'État ou aux élus de décider de la pratique religieuse de leurs concitoyens, de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, tant qu'elle respecte les lois et protège ses enfants, je le redis. Ça, le sujet de fond, je ne regrette pas, absolument pas de défendre cette position-là, ni la conception que j'ai de la laïcité, qui est, encore une fois, un État neutre et une société avec des citoyens libres. Mais par contre, cette comparaison entre serre-tête et voile était vraiment un mauvais exemple et je la regrette. Mais dans votre communiqué, puisqu'effectivement tout ça partait du hijab de Decathlon, dans le communiqué que vous avez publié hier soir, un communiqué d'excuses, vous dites quand même que Decathlon étant une entreprise privée, vous avez défendu le droit à commercialiser un produit qui n'était ni dangereux ni hors la loi. Est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable clairement à la commercialisation de ce hijab ? Mais je n'ai pas à être favorable ou défavorable. Là encore, on confond beaucoup de choses. La laïcité, c'est le rapport des citoyens entre... Enfin, ça concerne les rapports entre les citoyens et l'État. Pas une entreprise qui décide de vendre un article. C'est quand même étonnant, ce pays où on demande aux élus de savoir s'ils sont ou non favorables à l'interdiction d'un produit par une enseigne. Donc, je n'ai pas à avoir d'avis là-dessus. Et je trouve qu'effectivement... comme beaucoup se sont emportés, c'est Lydia Guirous la première qui a essayé de faire retirer cet article de sport par Decathlon et qui a dit que c'était voilà, qui se place sur le plan de la morale finalement et pas sur le plan de la loi et qu'il fallait absolument qu'il retire cet article. Moi j'ai trouvé, et j'avais commenté la réaction de Decathlon qui disait que c'était une façon de démocratiser la pratique du sport, j'avais trouvé cette réaction normale, mais je trouve étonnant surtout... Vous n'avez pas d'avis sur la commercialisation du hijab ? Ça ne me pose pas de problème, mais je trouve ce qui m'étonne surtout, c'est qu'encore une fois, c'est très révélateur, dès qu'il s'agit d'islam dans ce pays, on doit avoir un avis sur effectivement telle entreprise qui va commercialiser tel article ou sur la pratique religieuse de tel ou tel de nos concitoyens. Pascal Jalabert, pensez-vous, comme certains dans votre famille politique, que nos compatriotes musulmans et les musulmans qui vivent en France gagneraient à être quand même mieux acceptés par le reste de la population s'ils ôtaient leurs signes religieux et s'ils adoptaient une laïcité à la française qui est quand même plus intransigeante et plus forte que dans les pays anglo-saxons. Mais la laïcité à la française, qui est plus forte dans les pays dans les pays anglo-saxons, ça veut dire qu'en France, les fonctionnaires n'ont pas le droit de porter de signes religieux. Et ça veut dire que les élèves à l'école, par exemple, n'ont pas le droit de porter de signes religieux. Mais il n'a jamais été question de dire que les citoyens, dans l'espace public musulman ou d'une autre religion, devaient retirer leurs signes religieux. Là, on est sur... c'est même plus une conception forte de la laïcité. C'est carrément le refus de l'expression religieuse dans l'espace public. Il n'a jamais été question de ça. La loi de 1905 de séparation de l'État et de l'Église ne prévoit pas cela. La laïcité en France ne prévoit pas cela. Certains en France aimeraient qu'on en arrive là, en particulier pour nos concitoyens musulmans. Et donc non, pour répondre à votre question, absolument pas. Je ne considère pas du tout que les musulmans, plus que les autres, devraient mettre leurs convictions religieuses ou la culture des uns ou des autres de côté. Ce n'est pas ma conception des choses. Je trouve que tous les citoyens français sont à égalité. Ils ont le droit d'exprimer ou de ne pas exprimer leurs convictions religieuses tant que c'est dans le respect des lois de la République et tant qu'ils ne sont pas fonctionnaires et qu'ils ne servent pas l'État. Emmanuel Macron doit s'exprimer sur cette question de la laïcité. C'est vrai qu'il a promis un discours qui tarde à venir. Est-ce que maintenant il est temps qu'il s'exprime ? Alors moi, j'ai entendu Emmanuel Macron s'exprimer à de nombreuses reprises sur ce sujet. On avait effectivement parlé à un moment d'un discours qui ne parlerait que de cela et du coup, on a gardé cette idée qu'il ne se serait pas exprimé. Moi, je pense qu'il s'est exprimé à de nombreuses reprises. Il suffit de retrouver ses propos. Il a toujours dit que la laïcité était une liberté, celle de croire ou de ne pas croire, que ce n'était pas une religion de substitution et que donc il avait une vision, à mon avis, très claire de la laïcité. Mais est-ce que la ligne est si claire que ça, notamment dans votre parti, puisque je crois que le 20 mars, en interne, sera organisé un débat sur ce sujet. Est-ce que ce n'est pas finalement la preuve que même au sein de la majorité, il faut clarifier cette ligne ? En tout cas,
Emmanuel Macron lui a exprimé une vision à plusieurs reprises, celle d'une laïcité de liberté, celle d'une abstention de l'État dans la vie religieuse de ses concitoyens. Évidemment, notre mouvement politique souhaite approfondir et aller plus loin. Il y aura ce débat le 20 mars que vous évoquerez. C'est d'ailleurs de ça qu'on parlera ce soir en bureau exécutif pour s'assurer que l'ensemble des participants à ce débat représenteront bien les différentes visions ou sensibilités qu'on peut avoir de la laïcité. C'est intéressant pour prolonger la vision d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets. Concernant l'islam, faut-il créer un vrai islam de France avec la fin de l'ingérence de pays étrangers, la fin des financements étrangers et demander à l'islam de s'organiser réellement? En tout cas, il est vrai qu'aujourd'hui, on a en France un islam qui pourrait peut-être mieux s'organiser et pour trouver sa place dans la société française, en tout cas sur le plan institutionnel, il y a certainement des choses à revoir. Moi, je serais favorable à ce qu'on ait un islam qui parte des territoires. On est dans un journal qui, je crois, porte une attention aux territoires. Je pense que les visions centralisées depuis Paris sur ces sujets ne sont pas les bonnes. Moi, je rencontre à Cergy tous les jours des associations locales de musulmans qui fonctionnent très bien. Si ces associations se regroupaient au niveau territorial... Donc des expérimentations locales, vous suggérez? Oui, moi je pense qu'il faut partir du terrain. Il faut partir des Français musulmans qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont une vision à apporter qui est différente de celle de leurs aînés, qui eux souvent venaient par exemple des pays d'Afrique du Nord. Et l'organisation de l'islam est encore calquée là-dessus. Un islam consulaire. C'est complètement décalé par rapport à ce que vivent la plupart de nos concitoyens. Par contre, c'est aux musulmans eux-mêmes de s'organiser là-dessus. Les pouvoirs publics peuvent seulement les accompagner. Ce matin, dans l'actualité également, le chef de l'État qui doit publier mardi dans la presse quotidienne régionale, d'ailleurs, une tribune formulant des propositions concrètes pour une Europe qui protège sans attendre l'officialisation de la tête de liste. C'est ça qui pose question. La vraie tête de liste, c'est le président de la République. Ça veut dire que si ça ne marche pas, cette élection européenne, il en portera la responsabilité? Non, mais il y aura une tête de liste de désignée très prochainement et qui mènera la campagne. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, depuis son élection et depuis même qu'il a commencé à s'engager dans le débat public, a toujours fait de cette question de l'Europe une de ses priorités. On sait bien que La République En Marche, même, s'est très largement constituée et fondée autour de cette idée, car il y avait dans les différentes familles politiques françaises, à droite comme à gauche, des gens qui étaient des fervents défenseurs du projet européen et qui, dans leur famille politique, devaient composer avec des gens qui étaient contre l'Europe. C'est une des choses qui a réuni les gens derrière Emmanuel Macron et donc c'est normal qu'il continue d'amener cette vision très forte depuis son élection. Pour parler de sa vision de l'Europe, il s'exprime à la télévision italienne, il publiera une tribune dans différents journaux européens. Est-ce qu'il ne devrait pas d'abord s'adresser aux Français avant de s'adresser aux Européens? Moi je pense qu'une bonne manière aussi de faire vivre le débat européen et de dire que l'Europe est ce qui est aujourd'hui le mieux à même de protéger les Français, c'est de l'incarner, c'est de la faire vivre et donc de pouvoir s'exprimer. En Italie, c'est important. On a beaucoup commenté ces dernières semaines les polémiques entre l'Italie et la France, avec ce ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui ne cherche finalement que l'embrasement, et le leader du mouvement 5 étoiles aussi. Emmanuel Macron lui démontre qu'il ne s'inscrit pas là-dedans, qu'il souhaite une coopération entre nos pays qui se renforce, qu'il souhaite entretenir cette amitié séculaire, multiséculaire entre la France et l'Italie, et ça l'honore. Vous parliez de la tête de liste, Agnès Buzyn, ce serait une bonne tête de liste? Écoutez, moi, d'abord, c'est à elle de dire si elle souhaite ou non s'engager dans cette campagne. C'est pas, mais évidemment, si elle le décidait, moi, je considère que c'est quelqu'un qui a de très grandes qualités, qui est une très bonne ministre de la Santé et des Affaires sociales. C'est aussi une figure sociale du gouvernement. Qu'est-ce que son départ dirait sur la ligne? Je ne crois pas qu'il faille voir ça comme ça. C'est plutôt, qu'est-ce que ça dirait, le fait qu'on lui fasse confiance pour conduire notre campagne aux élections européennes. Et effectivement, moi, je veux une Europe qui protège. Je veux une Europe plus sociale. Donc, si Agnès Buzyn décidait de s'engager dans cette campagne, moi, j'en serais très heureux. Abdelaziz Bouteflika sera bien candidat à un 5e mandat, mais le président algérien s'engage à organiser par la suite une nouvelle présidentielle anticipée et à ne pas se représenter. Vous avez vu, la rue bouge en Algérie encore tout le week-end. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet voilà, quelle est votre réaction là-dessus? Alors pour moi, il y a deux choses. Je ne veux pas m'ingérer en tant que responsable politique français dans la manière dont se construisent les choses en Algérie. Par contre, j'ai un avis en tant que citoyen, j'ai un avis en tant que militant démocrate. Il est que quand une jeunesse et un peuple se mobilisent pour l'avenir de son pays, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, voir comme quelque chose de positif. On a besoin d'avoir une Algérie qui, effectivement, retrouve totalement, un peuple algérien qui retrouve la maîtrise de son destin et d'avancer aussi ensemble. Il y aura en juin à Marseille un sommet des deux rives entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Afrique, qui sera consacré à la coopération entre les sociétés civiles de nos deux pays. On a besoin de tracer un projet d'avenir commun autour de la Méditerranée avec les peuples du Maghreb et avec les peuples du sud de l'Europe, et on a besoin pour ça que ces peuples retrouvent de la maîtrise de leur destin. Donc je suis évidemment avec attention ce qui se passe en Algérie, et bravo à ceux qui se mobilisent pour reprendre leur destin en main.